Salam alaikum, Azul, bonsoir, rétro info de la semaine comme chaque samedi. Et j'ai le plaisir donc pour parler des sujets d'aujourd'hui, des sujets de la semaine plutôt, de recevoir ici sur le plateau Saïd Aknin, militant des droits de l'homme. Saïd. Saïd Jamal, merci beaucoup pour l'invitation. Tahar Sisserir, militant pour la démocratie. Ahlan bik, Tahar. C'est un grand plaisir de participer à l'émission. Merci. Tout plaisir est pour moi, Khoya Tahar. Et Samir Bellatesh, très connu sous le pseudonyme de Hashisha, l'un des premiers blogueurs algériens sur les fameux réseaux sociaux, qui sont devenus un problème aujourd'hui pour le régime. Merci Samir d'être avec nous. Merci pour l'invitation. Merci. Alors, cette semaine, l'actualité est très riche, sauf que je ne pense pas que nous allons pouvoir discuter de tout. Il y a l'affaire Al Harga, où maintenant on voit des femmes et des enfants parmi les Harga, et c'est devenu presque normal. Chaque Harga, il y a des femmes et des enfants. Il y a la commémoration du 17 octobre 1961, il y a l'affaire des télés, le régime ne veut autoriser que 7 chaînes de télé, dont une seule d'information. Les autres, telles Cousina, telle La Mode, telle Kada. Il y a l'affaire du DRS, pas la DSS. On va voir l'article de presse. Voilà. On dirait que Tawfiq est en train de dire « je suis là ». Donc il y a un article qui est sorti sur TSA où il s'est mis le DRS s'alarme de ceci, cela, on ordonne une enquête à la présidence, etc. Mais le DRS, pas la DSS. Nous parlerons de la nomination de M. Madjar comme entraîneur, sélectionneur donc, de l'équipe nationale et de la dernière sortie époustouflante, j'allais dire, de notre ministre des Affaires étrangères, M. Msahel, contre le Maroc, la Tunisie, la Libye, l'Égypte, etc. Alors, donc les titres d'abord. El Watan, Rabah Madjar vous promet du changement. Par Yazid Wahib. TSA, le DRS s'alarme des effets néfastes sur la paix sociale du discours de Bouyahia. Par Yassine Babouche. Le matin d'Algérie. À Batna, les non-bénéficiaires de logements sociaux crient leur colère. Par Abdelmajid Ben Yahya. Alors, chers amis, je conseille de commencer par ce fameux sujet de DRS qui lance une alerte sur les propos de M. Ouyahia qui, selon le DRS, pas la DSS, aurait semé une véritable panique. Et le même DRS aurait annoncé qu'il a commandé à travers la DSI, Direction de la Sécurité Intérieure, une enquête. À qui il l'a commandé? Aux experts économiques, en économie de la présidence. Ce n'est pas le président qui les commande. C'est eux qui ont demandé aux experts de faire une enquête sur ce cas déclaré Ouyahia qui se lance. Allez-y, les amis. À toi l'honneur, Samir. Merci. Pour moi, ça peut nous donner une information, ce qui se passe quand on lit ce genre de choses. L'information, ensuite la réponse à l'information, ça discute, ça se bagarre, ça s'accuse de tout et de choses des fois gravissimes, via médias interposés, grâce aux journaux, à certains journaux. Pour moi, il y a 2 choses à retenir. Un, ça grouille à l'intérieur du régime, hein. Les clans sont en train de bouger dans tous les sens et tout, parce qu'il y a des échéances importantes pour le régime. Ce ne sont pas des échéances importantes pour l'Algérie, ce ne sont pas des échéances importantes pour le peuple, mais pour l'intérieur du régime, ils se jouent leurs intérêts privés, leurs intérêts de clans, etc. Et donc c'est en train de grouiller à l'intérieur dans ce sens. Mais Samir, le problème, ils ont l'habitude de se tirer dans les pattes, mais en coulisses. Cette fois-ci, pourquoi ils sont descendus dans la rue? Pourquoi ils sont allés à TSA, Quotidien d'Oran, le Watan, les sites qui sont proches du régime, réactiver leurs journalistes habituels? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça descend dans la rue? C'est un niveau de guerre larvé à l'intérieur du régime. Moi, je le vois comme ça parce que quand on observe ça sur 20 ans, on a le temps de dégager des tendances, j'allais dire. C'est-à-dire que ça peut déborder même très méchamment, et c'est déjà arrivé dans l'histoire de notre pays, comme ça peut être larvé. Ils font des guerres via des journalistes interposés, via des médias interposés, des fois via leurs collaborateurs ou leurs partenaires étrangers interposés. Il peut y avoir des guerres. Ensuite, c'est un niveau de guerre. Ça peut aller très haut dans le niveau, en fait. Ça peut même déborder sur la route. Je te demande de regarder le titre.
Le DRS. s'alarme. Ah, c'est bien le DRS. Hein? Le DRS s'alarme, etc. Selon Des TSA. effets Moi, je néfastes sur la paix sociale du discours de Yahya. Oui, ça se bagarre. Moi, je dirais, Jamaldine, si tu le permets, il faut poser la question aux journalistes ou à la rédaction de TSA, pourquoi ils ont fait ce titre. Oui. Franchement, moi, je leur pose la question. Absolument. Qu'est-ce que veut dire ce titre? Est-ce que c'est de la désinformation? Est-ce qu'ils ont voulu buzzer avec le mot DRS? Parce que si tu ne mets pas le mot DRS, tu mets DSS, les gens, ils ne savent pas un peu. Mais elle, le mot DSS n'est pas rentré dans le ru'b al-Jazairi, tu vois, parce qu'on nous a traumatisés avec le mot DRS. Donc, il attire, etc. Mais pour moi, je dirais, franchement, c'est la guerre qui se passe à l'intérieur du régime. Elle ne nous concerne pas en tant qu'Algériens, en tant que militants, qui voulons tous les dégager. Il n'y a pas à soutenir un clan ou l'autre. Ils se bagarrent, ils se donnent des coups sous la ceinture, etc. Quel intérêt ont les Algériens dans ça? Au contraire, je pense que nous sommes là pour dénoncer ce genre de choses. Je pense que ça rentre dans le cadre, comme l'a si bien dit Samir, du cannibalisme clanique. Le cannibalisme clanique seulement, il y a une ligne rouge. Et là, notre devoir est d'alerter et de leur dire que votre guerre, vous avez mangé au gâteau, faites votre guerre, bien que, comme l'a si bien dit Samir, et c'est pour mettre de l'eau à son moulin, il y a des échéances qui viennent. Ces échéances, ce n'est pas seulement la face visible de l'iceberg, c'est-à-dire la façade civile du pouvoir informel. Il y a la redistribution informelle de richesses du pays dans un contexte de contraction de la rente. Combien va prendre tel clan? Combien va prendre l'autre clan? Voici ce qui se passe en termes très simples. Il ne faut pas essayer de faire dans des analyses stratosphériques pour dire que nous assistons à une scène comme ça se passe dans toutes les mafias au monde. Pour qu'une mafia prenne une place de l'autre, il faut qu'il y ait du sang qui va couler. Maintenant, c'est un sang symbolique ou réel. L'essentiel pour nous, que le peuple ne soit pas touché par les guerres qui se passent à l'intérieur, qu'ils épargnent les vies. Nous avons vécu l'épisode Tign-Tourin, nous avons vécu les épisodes, pas une, pas deux. Et d'ailleurs, au mois d'octobre, l'un des journalistes, éminents journalistes algériens, fut assassiné, c'est Yefsah. Allah yarhamou. Pourquoi qu'il a été assassiné? Encore une fois, la dernière fois, je discutais avec quelqu'un dont je ne citerai pas le nom, qui m'a fait révéler des choses incroyables sur ce qui se passe en Algérie. Et d'ailleurs, le journaliste lui-même se posait des questions sur Madani Mzrag en disant qu'il était de son quartier. Et Madani Mzrag, pendant 5 ans, il a disparu de la circulation. Certains disaient qu'il était parti en Libye, d'autres disaient qu'il était au pays et que personne ne l'a vu. Il est revenu avec sa barbe et son machin. Il incitait les gens à adhérer à des thèses qui n'étaient pas celles du peuple. Et par la suite, tout le monde a compris il était un peu dans la sécurité. Il était un peu dans le DRS, hein, comme on dit maintenant. Le choix des mots n'est pas hasardeux. Le choix des journalistes n'est pas hasardeux. Moi maintenant, la question que je me pose, comment que ces informations sont arrivées à ces journalistes? Est-ce que ces journalistes, on leur a vraisemblablement envoyé des articles à publier. Vraisemblablement. Un en arabe, un en français. Vraisemblablement. Mais simplement, à quoi est destiné aussi? Est-ce que ce n'est pas dans une situation où il y a un flottement général? Parce que vous allez voir, de tous les sujets que nous allons discuter, il y a un fil conducteur qu'on appelle la diversion générale. C'est la diversion générale et à tous les niveaux. Maintenant, pourquoi qu'on n'a pas dit DSS? Pourquoi qu'on a dit DRS? Est-ce que ce n'est pas, encore une fois, pour faire vivre les fantômes? Est-ce que ceux qui étaient les auteurs, les comploteurs, les instigateurs de ce qui s'est passé à Tign-Tourin ne veulent pas, encore une fois... Donc c'est le procès cette semaine, comme par hasard. Exact. C'est pour ça que je cite Tign-Tourin. Et autre chose, moi j'ai pensé au début que c'était une coquille de TSA, qu'ils avaient mis DRS par hasard. Et donc toutes les 5 minutes, j'actualisais la page. Et ça n'a pas changé. C'est DRS. Et pour un peu continuer dans ça, oui. Dans 2 mois, 3 mois, nous allons avoir les répliques de ce qui se passe actuellement. Parce qu'il y a des hommes et des femmes d'honneur qui ne veulent pas à ce que le pays sombre.
hélas. Ils ne veulent pas, comme tu viens de dire, Saïd, que le plus petit se mouille, que le peuple paye les pots cassés de leur mafiocratie. Moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas ce qui se passe dans les clans. Les clans Cléo, ils ont volé, leurs enfants, ils sont ici. Et d'ailleurs, nous allons traiter tout à l'heure d'un autre sujet dont on va parler d'Air Algérie, Air Maroc et faire la différence, pourquoi, ainsi de suite, ainsi de suite. Les enfants, mais pour l'essentiel aujourd'hui, que les enfants du peuple ne vont pas vivre des carnages tels que Ben Talha, tels que CDRS, parce que ce n'est pas exclu. À chaque fois que le pouvoir s'enrhume, le peuple tousse. Je te remercie de l'avoir signalé. Tahar Sisri, juste une précision, Saïd en parlait. L'affaire Tiguntourine, dont c'est le procès cette semaine, dans son article Salimat Lemseni, qu'est-ce qu'elle a signalé en fin d'article? Elle a dit la question que tout le monde se pose. Que faisait un des assaillants terroristes dans l'affaire, lui qui était en prison? Qui l'a sorti de prison? Il était dans une prison algérienne. Il a participé à l'opération alors qu'il était en prison. Alors qu'il était en prison. En principe. Et donc, grave question. Tahar. En Algérie, on a l'habitude en fait de voir ce genre de magouille à chaque approche d'élections où à chaque fois en fait que entre les différents clans, on peut dire clans, mais je le mets bien en fait entre guillemets parce que ces clans-là finissent toujours par se mettre d'accord de se maintenir au pouvoir. Donc ils ont pris le pouvoir par... Voilà, exactement. Donc ils ont pris le pouvoir par la force, c'est-à-dire en 1962 par un coup d'État. Il se maintient par des élections truquées. Donc, ils veulent maintenir le pouvoir. Donc, par contre, bien sûr, il y a quelquefois en fait des flottements, il y a quelquefois en fait entre les différents clans en fait des clans qui voudraient un peu plus de la part de gâteau. Donc voilà ce qui fait que aujourd'hui ils essaient par tous les moyens de montrer que le clan X a plus de muscles que le clan Y. Mais pour le peuple algérien, maintenant on le sait. C'est-à-dire, on sait bien que ces clans ils se sont mis d'accord d'écraser le peuple et de garder le pouvoir à tout prix. Donc, voilà ce qui m'intéresse moi. Et moi, je fais appel au contraire au peuple algérien de mettre fin à ces scandales, à tout ce qui tourne autour en fait de Mais comment, uniquement comment se mettre d'accord? Comment le peuple pourrait-il se mettre d'accord, lui, qu'on a vidé de toutes ses forces? Ce peuple qui ne trouve plus de force politique autour de laquelle se rallier, qui ne trouve plus de vraies grandes personnalités politiques qui parlent d'une seule voix, une opposition qui est déchirée, déchiquetée, qui se tire dans les pattes? Justement, c'est notre rôle, nous, en tant que militants politiques, en fait, d'organiser en fait, cette opposition. Je pense qu'on a toujours travaillé avec d'autres militants, Samir Chicha, Saïd Aknin. C'est des vrais militants, c'est des militants de l'opposition. Justement, voilà, excuse-moi de t'interrompre. Moi, quand je vois, d'ailleurs, vous êtes vraiment des représentants de l'opposition de la diaspora algérienne à l'étranger. Vous êtes tous les trois jeunes, vous êtes tous les trois très engagés. Depuis des années, vous appartenez tous les trois à une mouvance un tant soit peu progressiste, mais qui ne rejette pas les autres, qui accepte de s'allier avec toutes les forces vraies de cette vraie opposition. Et pourtant, vous n'arrivez pas à trouver un chemin... La situation, à mon avis, si vous permettez, la situation, elle est très difficile. Il ne faut pas croire. Je pense qu'ils ont raison, ceux qui nous rappellent, concernant notre situation actuelle, ils nous renvoient dans les années 50, juste avant la Révolution, où, pareil, le peuple algérien était démoralisé à fond. On l'avait complètement... comme on dit en français, ça, chez clos, tu vois, il a été tenu de partout, en fait, il ne pouvait pas bouger, on a tout fait pour le dépersonnaliser, pour lui enlever tout espoir, pour lui faire croire que les partis politiques et le changement et tout, c'est impossible et tout. Eh bien, le peuple algérien, à mon avis, comme tous les peuples du monde, il y a des ressources qui font qu'arrive toujours un moment où les gens
ils s'organisent, où les gens se prennent en main, etc. Et justement, Voilà. ces personnes ont pu en fait déclencher la révolution algérienne. C'est pour ça en fait moi. Qui avait votre âge hein, à l'époque. Oui, bien sûr. Effectivement, ils avaient votre âge. Ils étaient jeunes. Voilà, donc ces personnes ont pu en fait déclencher quelque chose, donc qui a donné naissance à novembre 54 et même à 7 ans en fait de guerre contre le colonialisme français. Je pense que à partir de ce constat-là, on peut, nous, en tant que militants opposants, déclencher quelque chose. Mais on doit le faire, bien sûr, on va accepter en fait les différences parce que à chaque fois, ce qui nous bloquait, voilà, c'est un opposant qui est proche des islamistes, c'est un opposant qui est proche de la gauche, c'est un opposant en fait de l'extrême gauche. Donc, je pense que c'est le moment aujourd'hui. Aujourd'hui, en fait, c'est le moment en fait de mettre toutes ces différences à côté et se concentrer sur un seul objectif parce que en réalité, nous avons un seul ennemi. Et l'ennemi, il est identifié, on le connaît. Cet ennemi, il s'appelle le pouvoir autoritaire militaire qui a privatisé l'État parce que l'État est devenu un État des militaires et non pas à la base. À la base, en fait, c'est les militaires qui appartiennent à l'État. Mais pas seulement des militaires, d'une famille aussi. Voilà, une famille. Voilà. Donc aujourd'hui, nous voulons en fait rendre ce pouvoir au peuple, rendre l'État algérien un État fort qui décidera en fait sur les militaires et non pas le contraire, parce qu'aujourd'hui. Saïd, avant de passer au sujet suivant. Oui, il est vrai que, loin l'idée de moi de me dire que je suis le père ou sinon le tuteur d'aucune. On essaye de chercher les chemins de liberté aux côtés des uns et des autres. Mais on n'est pas seul. Il est vrai que la tâche est dure, mais elle n'est pas impossible. Il est vrai que nous avons des exemples sur lesquels on peut se reposer. Il est vrai que nous avons des repères en termes humains dont on doit s'y inspirer et qui ont fait de l'éthique en politique une devise dans leur vie. Aujourd'hui, il est vrai, la première des choses auxquelles moi, personnellement, je me suis attelé, c'est de me guérir des maux du système. Ça veut dire quoi? De ne pas reproduire les mêmes pratiques du système. Le système a utilisé deux techniques pour pouvoir régenter la société, la disjonction et la segmentarisation. Ils aiment bien diviser la société pour mieux régner. Aujourd'hui, je ne cherche en rien ce qui me désunit avec les autres. Je cherche en tout, même une particule, de ce qui m'unit avec tous les courants de société. Et justement, ce qui nous unit les trois, c'est l'humanisme. Ce qui nous lie les trois, c'est notre honnêteté. Ce qui nous lie les trois, c'est notre sincérité. Et votre engagement. Ce qui nous lie les trois, c'est notre ascétisme politique. On n'est pas là pour chercher des places. C'est vrai. On est là pour redonner tout, y compris ce que nous avons. J'en témoigne. Alors, le sujet prochain est justement quelque chose qui aurait dû unir les Algériens, mais il semble que non. C'est la désignation de M. Madjar à la tête de la sélection algérienne. Madjar, dont Hafez Darraji qui passait, Hafez Darraji qui n'est plus à présenter, hein, grand présentateur sportif, qui m'a dit non, le moment est venu de le récompenser. Jusque-là, tous ont été récompensés pour avoir soutenu Bouteflika. Lui ne l'a pas encore été. Ben, le moment est venu. Surtout que maintenant l'Algérie est éliminée. Il a devant lui des mois et des mois où il pourra se croiser les bras, ne rien faire, puisqu'il n'y a aucune échéance. Ça veut dire qu'il ne sera tenu de faire la preuve de rien. Oh, voilà. Et donc, je rappelle que Madjar a été directeur de campagne de 3e mandat pour M. Bouteflika à Dubaï. Non, à Doha, Qatar. Et il a été un des principaux partenaires de M. Sellel, directeur de campagne à Alger, pour le 4e mandat. Ouais, et c'est le monsieur qui a toujours fait beaucoup de zèle, hein, qui a montré beaucoup de zèle à soutenir Bouteflika et à dire, dans sa récente déclaration, qu'il était fier d'être fidèle à Monsieur le Président de la République. D'ailleurs, dans sa déclaration, il a remercié le gouvernement. Et nous allons voir Saïd, nous allons voir ce qu'il a dit. Moi, je n'avais pas vu. من سنوات وسنوات أنا في السياسة
لأن الرياضة سياسة والسياسة رياضة. لهذا دائما كنت سفير للجزائر في الجزائر وخارج الجزائر. وما تنسوش أيضا قبل 5 سنوات كنت مدير مكتب في دوحة لحملة السيد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة منذ 5 سنوات. والآن موجود جنب جنب مع السيد عبد الملك سلال لهذه الحملة. وكما تعرفون دائما نتكلم على الاستقرار الإيجابي، وأنا مع الاستقرار الإيجابي لأن الجزائر الحمد لله بخير، تطور كبير، وهذا اللي خلاني دائما نبقى دائما فدال للرئيس ربي يعطيه الصحة. وإن شاء الله الجزائر تبقى دائما في الاستقرار وفي صحة جيدة، وهذا اللي خلاني دائما نبقى مع الاستقرار الإيجابي يعني مع العهدة الرابعة للسيد الرئيس. أنا دائما منذ سنوات دائما أساند الرئيس، وكما قلت لك قبل 5 سنوات كنت ديريكتور دو كومبان تاع السيد الرئيس في الدوحة. ومرة أخرى اليوم موجود أيضا جنب مع السيد عبد الملك سلال مدير هذه الحملة للرئيس. والحمد لله أنا مقتنع، سي افيك كونفيكسيون كو جو مي انجاجي. احنا دائما انا نقول لك دائما انا للاستقرار الايجابي، لان شفنا تطور الجزائر منذ سنوات وسنوات كيفاش كانت كيفاش رجعت، ولهذا نفكروا على الجزائر ونفكروا على اولادنا ايضا. استقرار الإيجابي. Nous allons voir aussi un petit extrait où il nous apprend comment il est devenu entraîneur sur les plateaux, il dit. Hein. Écoutez. Je ne suis pas resté loin du terrain. Vous savez, quand j'ai quitté l'équipe nationale en 2003, je suis allé dans les pays du Golfe, au Qatar spécialement, à la chaîne, je ne sais pas si je dois prononcer le nom ou pas, à Bein, dont je suis l'un des fondateurs de cette grande chaîne sportive. J'ai travaillé 10 années et croyez-moi, quand vous êtes dans les studios, vous apprenez beaucoup de choses. J'étais entraîneur sur le terrain, entraîneur dans les studios, parce que j'ai eu l'opportunité de travailler à Al Jazeera à l'époque. Juste une petite remarque. Jamaït al-Ulama al-Muslimin, l'association des Ulama, vient de rendre un communiqué, de publier un communiqué dans lequel elle dénonce Majer. Pourquoi, d'après vous? Parce qu'il parle en français. Et là, ils vont le rendre sympathique. C'est comme d'habitude, c'est comme Ben Rebret. Elle est devenue sympathique à tous les éradicateurs parce que les islamistes l'ont attaqué. Et donc, voilà. Moi, je ne suis pas très fort en foot, je suis désolé, je ne ferai pas un long commentaire. Je dirais juste qu'on essaie d'occuper les Algériens comme on peut, en fait. Ouais. Et il faut faire dans la polémique le maximum possible, en fait. Il n'y a que ça que veulent faire les dirigeants algériens parce que par ailleurs, ils sont en train de faire beaucoup de mal au pays. Du coup, à la belle, quand tu vides les poches de quelqu'un, tu as intérêt à lui faire de la diversion. Hein. Il va regarder ailleurs, où tu vides ses poches. Nous avons affaire à un régime qui pratique ça avec nous. Moi, je pense que, en fait, Majer, en fait, il a échoué en tant qu'entraîneur, d'abord au Qatar. On l'a remercié. Il a été remercié. 2 mois après. Ouais, ouais. 2 mois après. Remercié, ça montre rester gentil. Hein, ça montre une chose, ça montre que Majer n'est pas un bon entraîneur. C'est-à-dire, il n'a pas des compétences pour exercer. En fait, il reste néanmoins un grand footballeur. Oui, bien sûr. Je ne dis pas le contraire, hein, parce que... Ballon d'or africain. Oui, je suis entièrement d'accord. Deuxièmement, il était appelé par l'équipe nationale pour occuper en fait le même poste bien avant. Et il a échoué, tout simplement parce qu'il n'a pas pu qualifier l'équipe algérienne à la Coupe du Monde. Donc, je pense que le régime... Là, je montre 2 exemples, parce que 2 exemples suffisent pour montrer que Majer n'a pas été choisi parce qu'il est compétent. J'aurais aimé voir l'équipe nationale en fait au premier rang mondial, mais voilà. Donc, on se rend compte que le pouvoir algérien ne choisit pas les hommes parce qu'ils sont compétents, mais il choisit les hommes parce qu'ils sont corrompus. Et je vous arrête là. Arrête là parce qu'on va voir un extrait justement. D'accord. Exactement ce que vous êtes en train de dire. ومكتبه الفيدرالي كما جاء على لسان ربح ماجر هو فند كل هذه الإشاعات حول تعيينه من طرف جهات نافذة في الدولة ربما. لا هو التعيين تاعو كان من جهات نافذة في الدولة باش تكون في الصورة. أنا نزيد نأكد التعيين ماهوش تقني لأنه الأغلبية على مستوى المكتب الفيدرالي ما طرحوش الاسم نتاع ماجر في المرتبة الأولى.
ولكن بعد التشاور وامورات اخرى ظهرت فتم تعيين مش تقني سياسي. Jamal Din, c'est effectivement ça participe dans la diversion générale qui est en train d'être créée, mais comme le one-two-trisme n'est plus opérable du fait que l'Algérie, comme le one-two-trisme a été utilisé à certains moments comme élément d'hypnose et de diversion sociale. Maintenant, il n'est plus opérable, l'Algérie n'est plus qualifiée. Comment maintenant occuper cet espace du cerveau humain, c'est-à-dire dans la masse, avec quelque chose de nouveau? C'est cette nomination qui n'est synonyme qu'à un coup d'État sportif. C'est un coup d'État dans quel sens? C'est que la fédération a donné deux noms et par la suite, par téléphone ou par... C'est comme d'ailleurs en politique. La politique, c'est l'illégitimité qui la prend sur autre chose. Et là, dans le sport, c'est aussi l'illégitimité. Mais la question du sport, elle n'est pas dissociable du système général. On vit dans un système où, effectivement, aucune règle n'est respectée, aucune instance n'est respectée, aucune institution n'est respectée, c'est-à-dire le peuple n'est pas respecté dans ce qui peut éventuellement le représenter, que ce soit dans son idéal, que ce soit dans les institutions. Et on joue sur deux éléments. Le mythe. Pourquoi le mythe? Madjer appartient à une génération footballistique dont, dans les années 70, avait fait des réformes sportives qui étaient au moment où encore les réformes étaient opérables. Après la démission de Hmrouch aujourd'hui, et d'ailleurs juste après, la réforme n'est plus opérable aujourd'hui. Il n'y a pas de réforme. On ne peut pas guérir les choses, y compris le sport qui est pris en otage par le politique. Parce que parler aujourd'hui de Madjer, si tout a été respecté, si le système fonctionnait bien, si les institutions fonctionnaient bien, ça serait juste un détail où les sportifs, effectivement, viendraient sur des plateaux donner leur point de vue. Pourquoi ce pouvoir est-il en train de scier la branche sur laquelle il est assis? Parce que le football lui sert à anesthésier les foules. Donc normalement, il paye très cher, il ramène le meilleur entraîneur du monde. De toute façon, c'est avec l'argent du peuple. Et d'ailleurs, il y a question... Pourquoi il choisit quelqu'un qui va le plonger dans le trou? En plus, une autre question subsidiaire que je te pose. La FAF, est-ce que tu sais qui est le vice-président de la FAF? Le vice-président... De la FAF, Fédération Algérienne de Football. Fédération de football. C'est le frère de Ali Haddad. J'allais dire, voilà, c'est le frère de Ali Haddad, qui est en même temps président d'un club, je crois, l'USMA ou... Oui, mais justement, c'est pour ça que je parle du système. Le système tentaculaire. Et ça, nous allons y aller tout à l'heure pour développer le concept du brigandage politique. Ça, c'est du brigandage sportif. Le brigandage politique, c'est à tous les niveaux, c'est une mafia qui a installé un système tentaculaire. Maintenant, eux, ils ont des visions à très court terme. Ce n'est pas des visions à long terme. Vous me dites qu'ils vont couper la branche sur laquelle ils sont assis. Ce qui les intéresse, c'est de gagner du temps jusqu'à 2019. C'est de gagner du temps, d'occuper l'espace médiatique, ils l'ont occupé avec Ben Rabrik pendant des années et ils vont continuer à l'occuper à chaque fois qu'il y a une entrée sociale. Je l'ai dit sur les plateaux de télé, en mois d'août et en mois de septembre, on a vu Ben Rabrik sortir avec quelque chose de nouveau. Maintenant, ça sera Madjer. Il va sortir à chaque fois qu'il y a... Maintenant, est-ce que les pouvoirs, ils ont cette capacité de nommer des Saden, de nommer des Khalifs, de nommer des gens qui ont la stature, qui ont des capacités pour pouvoir guérir les maux? Il y a un journaliste qui a déclaré à la presse qu'il y a des matchs qui se vendent. Et nous allons passer au dernier sujet, parce que nous n'avons plus beaucoup de temps. Alors, je rappelle, lors des débats récents, il y a 2 jours, je crois, de l'université d'été du FCE, FCE c'est... le forum des chefs d'entreprise. Des patrons algériens ont signalé la percée remarquable des entreprises marocaines. Ils les ont pris en référence, percée au Maroc. Et le chef de la diplomatie algérienne, M. Abdelkader Msahel, qui était présent sur les lieux, n'a pas pu se retenir. Il a littéralement explosé de haine. Alors, il s'est laissé aller à des déclarations gravissimes sur notre voisin. Écoutez quelques extraits. Compris, parce que très souvent, les gens nous comparent au Maroc, mais Canoualo. Les banques marocaines, on sait, c'est le blanchiment de l'argent du hashish. Ça, tout le monde le sait. Et ça, c'est des chefs d'État africains qui me le disent. Si c'est ça une banque, Menchar. Donc,
واحد ما يخلعنا personne. Et Royal Air Maroc, elle transporte autre chose que des passagers. Et ça, tout le monde le sait. Là, on n'est pas le Maroc, on est l'Algérie. On a un potentiel, on a de l'avenir. Nous sommes un pays stable, nous sommes un pays sûr. Je vous dis, c'est pas nous, c'est les autres qui le disent. Doing business aujourd'hui en Afrique du Nord, il n'y a que l'Algérie. Ni l'Égypte, ni la Libye, ni la Tunisie, ni le Maroc. L'Égypte a de gros problèmes économiques. L'Égypte passe son temps à prêter de l'argent. هذا le FMI, هذا فلان, هذا فلتان. إحنا الحمد لله, on a payé notre dette par anticipation. Financement non conventionnel, c'est une bonne chose. Tout le monde le fait. Ça nous éloigne de l'endettement. Ensuite, doing business, c'est pas la Tunisie. La Tunisie, elle a des difficultés énormes. Le Maroc, tout le monde sait ce que c'est que le Maroc. Le Maroc, c'est une zone de libre-échange. Ouais, je suis le Maroc. Des sociétés françaises on crée une zone, elle construit une usine, elle fait travailler quelques Marocains ou à la Macan. Doing business, c'est l'Algérie. Incroyable. Je rappelle que cet extrait a été emprunté de la El Bilad TV. Je vous fais remarquer que quand il parlait, ce monsieur, il se faisait applaudir. Autre chose, quand il parlait de l'Égypte, il ne dit pas c'est un pays qui passe son temps à emprunter de l'argent. À prêter de l'argent. Alors, un ministre des Affaires étrangères qui ne fait pas la différence entre prêter et emprunter. Il dit aussi, c'est pas nous qui le disons, hein, c'est les chefs d'État africains qui me l'ont dit, que le Maroc, les banques marocaines passent leur temps à blanchir l'argent. C'est des chefs d'État, ça veut dire ils mouillent même les chefs d'État africains. Ils tombent sur l'Égypte, sur la Tunisie, sur le Maroc, sur tout le monde. Il n'y a que l'Algérie qui est bonne. C'est l'un des pays les plus prospères, les plus pacifiés, les plus... et le reste, le Maroc, qu'est-ce que c'est? C'est une zone de libre-échange. Hein. C'est à peine s'il n'a pas dit... Mais il a dit des bêtises. Samir, je pense qu'il y a un élément non dit sur lequel j'aimerais placer juste un mot. Oui. Celui qui vient de fustiger le Maroc, lui-même est un Marocain. Oui, ce qu'on dit, il est d'origine marocaine. Comme beaucoup, hein. Ben Salah est marocain. Et en psychologie, il y a le refoulé-défoulé. Ce monsieur, pour pouvoir prouver son algérianité, il ne peut le faire qu'en fustigeant un frère, qui est le Maroc. Oui. Nous, c'est clair. Nous militons pour le Maghreb des peuples. Nous militons pour une intégration régionale. Je pense que l'Algérie et le Maroc doivent s'unir et doivent constituer ce que l'Allemagne et la France aujourd'hui font pour l'Europe. Maintenant, quand ils fustigent la compagnie aérienne Air Maroc... Il ne fustige pas, il vomit. Ça, pardon, juste parce que moi, je suis un grand maghrébin. Moi, je suis pour le Maghreb des peuples. Je considère que les frontières qui sont entre nous sont des frontières qui ont été tracées par un colon. Jameldine Bandong. Bien sûr. Les Marocains, les Tunisiens, les Égyptiens, les Libyens nous ont toujours aidés pendant la Révolution. Notre armée se trouvait au Maroc et en Tunisie. Nos frères étaient au Maroc et en Tunisie. Et je tiens aussi à dire que cette fois-ci, la haine qu'attise ce régime contre nos frères marocains, pour faire diversion, comme tu dis, Saïd, elle semble s'être retournée contre ces initiateurs, puisque les réseaux sociaux algériens et les opposants les plus en vue, les plus honnêtes, les plus engagés, ont très vigoureusement condamné cette odieuse, ignoble sortie de ce monsieur, censé être le ministre le plus important du pays, peu cher. Personnellement, je le dis ici, sur le plateau, j'ai honte d'appartenir j'allais dire, de toute façon, je ne le reconnais pas comme compatriote. Moi, je préfère dire que nos voisins tunisiens, que nos voisins marocains, que mes compatriotes algériens sont frères et que nous ne laisserons personne nous diviser. Alors, il y a ce truc psychologique dont il veut affirmer son algérianisme, mais dans un forum
on va essayer d'esquisser juste une petite analyse de langage. Est-ce que c'est un langage d'un représentant de la diplomatie algérienne dont aujourd'hui, si on prend les paradigmes d'une diplomatie, il n'y a pas de diplomatie algérienne. Est-ce que c'est des propos à tenir pour des chefs d'entreprise? Pour un chef d'entreprise, on peut parler sur des indicateurs économiques, des possibilités de financement, dégager des perspectives d'énergie nouvelle. Le Maroc a installé l'une des plus grandes centrales solaires au monde. Il y a des choses dont on peut s'inspirer maintenant. C'est un pays très dynamique, qui n'a pas de pétrole, qui n'a pas de gaz, qui est courageux, qui travaille. Nous n'allons pas nous mêler des affaires marocaines. Il y a encore beaucoup de misère, il y a encore beaucoup d'oppression, mais ce n'est pas notre problème. C'est aux Marocains de le faire. Mais il faut reconnaître qu'ils sont... C'est des déclarations du brigandage politique. Le brigandage politique, c'est quand on est dans une mafia, on tient ce genre de discours qui est complètement irrationnel, qui ne repose sur aucune efficience, ni éthique, ni scientifique. Ce genre de langage, on le tient dans la rue, et d'ailleurs, je condamne ces propos, je rassure le peuple marocain dans sa totalité de soutien du peuple et de la jeunesse algérienne. Aujourd'hui, avec le peuple marocain, nous devons avoir le regard vers le même horizon. Lequel horizon? C'est l'horizon de l'intégration régionale. Nous pouvons constituer des zones de libre-échange. Nous pouvons créer des pôles de compétitivité régionale. Sur plusieurs secteurs. Une complémentarité. Une complémentarité alimentaire, une complémentarité d'investissement, une complémentarité d'intelligence, une complémentarité de dynamisme, une complémentarité de synergie. Justement, qu'est-ce qui fait que ces éléments créent ce genre de diversion pour nous plonger encore une fois dans la guerre du sable où en 93-94, ils ont même essayé de créer une guerre avec le Maroc. Aujourd'hui, le Maroc est un pays frère. Ni l'armée algérienne, du moins ce qui reste comme élément viable, fiable, fils et filles d'honneur dans cette armée, ne vont rentrer dans une guerre contre ce peuple. Ce peuple est un peuple frère, ce peuple est un peuple ami, ce peuple est un peuple qui nous a aidés hier. Et ben donc, on témoigne de ça. Et ce peuple, s'il a besoin de mes yeux, de mes reins, de mon sang, de ma vie, pour que je puisse lui restituer sa dette, je suis là, prêt à le faire. Et ce ministre-là, et je porte atteinte au mot ministre. J'intente au mot ministre. J'aurais voulu utiliser un autre mot, mais ce n'est pas de mon éducation. Je laisse la mafia et les voyous utiliser leur langage. Samir? Enfin, pas grand-chose à rajouter à ce qui a été dit, notamment un soutien au peuple marocain. Oui. Mais moi, perso, et pourtant je connais le Maroc et c'est un pays que j'aime beaucoup pour des raisons culturelles et tout. Beaucoup moi, de gnawa dans ta page, beaucoup d'amis marocains. Moi, je suis fan de la musique marocaine, je suis fan des gens qui sont très, très gentils et tout ça. Tu viens de rentrer du Maroc, Samir? Moi, je passe mes vacances parce que ça me repose d'aller au Maroc, même si je ne fais pas de politique, en fait. Je l'avoue comme ça, en public. Quand j'y vais, j'ai juste envie de me reposer parce que la vie ici à Paris me fatigue énormément. Et du coup, j'ai vraiment envie de trouver des endroits calmes et tout. Je les trouve au Maroc. Pourquoi? Parce que j'ai affaire au même peuple que le mien, en fait. Oui. On parle la même langue, on se comprend, etc., etc. Du coup, non, il faut dénoncer quand même cette attaque comme ça contre un peuple. Mais il n'a pas attaqué que le Maroc, hein. L'Égypte, la Tunisie... C'est vraiment pas diplomatique. Je pense que tous les diplomates de la place, ils doivent être morts de rire en se disant « Mais c'est quoi ce ministre un peu bizarre qui ne respecte pas le langage diplomatique ?» Regarde Air Royal. Ils ont 59 bus, 59 avions. Air Algérie, elle a 59 avions. Air Algérie, elle a dégagé 20 millions d'euros de déficit. Air Maroc, elle a dégagé 20 millions d'euros de bénéfices. Mais d'après lui, c'est parce qu'elle transporte du kiff. Elle ne transporte pas des passagers, il l'a dit. Je pense que non. Il a fait des déclarations qui ne sont pas du tout diplomatiques, qui sont très approximatives. N'importe quel journaliste normalement aurait pu lui dire, monsieur le ministre, vous avancez quelque chose. Pourquoi ils applaudissent les chefs d'entreprise? Ils sont à côté de la plaque parce que, comment on dit déjà en arabe, le walet, c'est-à-dire les gens sont là parce qu'ils sont à genoux devant ceux qui vont les nourrir. Du coup, tu peux leur dire que la terre est plate, ils vont se lever et tous applaudir. Ça, voilà, ça se comprend. Donc, il a dit aussi des bêtises, entre autres,
comme quoi, du point de vue de doing business, on était les meilleurs et tout, alors que tous les rapports du monde disent que notre pays, malheureusement, est un des derniers pays où il faut aller faire du business parce que l'économie, elle est complètement chaotique, les dirigeants ont la compétence de ce qu'on vient de voir. La mafia, la corruption, la mafia, etc. C'est avec la mafia que tu dois traiter quand tu vas faire du business en Algérie. Et ça, à part les puissances qui, elles, peuvent contrôler la mafia locale, personne ne peut aller faire du business. Tu peux te retrouver en prison, et tout. Et ça, les investisseurs du monde entier le savent, en fait. Du coup, il a dit des bêtises, c'est triste, etc. Je finirai par un petit truc pour être honnête, du moins, c'est juste mon point de vue. C'est que du côté marocain, il faut savoir que le Makhzen, les services marocains, ils font exactement la même chose. Attention, ils passent leur temps à insulter l'Algérie. La une de leurs journaux... C'est vrai qu'il y a certaines presses qui est spécialisée... Absolument, c'est sous contrôle des services marocains. Pourquoi, en fait? Parce qu'ils font de la diversion en créant un faux ennemi chez le frère voisin. C'est-à-dire qu'en Algérie, on crée l'ennemi marocain. Du coup, n'importe quel opposant, on l'attaque en disant « tu es marocain, tu travailles pour le Maroc » et tout. On ferme la bouche à tout le monde, on laisse personne s'exprimer, en fait. Sur cet argument qui est complètement faux et construit, du côté marocain, ils font exactement la même chose. Dès qu'il y a un opposant, dès qu'il y a... Parce qu'au Maroc, il faut le signaler, il y a des problèmes de droits de l'homme, les gens se font tabasser dans les commissariats, et j'en passe, c'est des meilleurs. Exactement. Et du coup, ils créent l'ennemi algérien, n'importe quel opposant, quand il l'embarque, il l'accuse automatiquement d'être à la sorte de l'Algérie. Et ça aussi, il faut le dénoncer. Pour remettre les choses, Samir, juste une chose. Généralement, c'est la presse, une certaine presse marocaine, certains activistes, mais généralement, on ne peut pas trouver de pareilles déclarations politiques venant d'un ministre des Affaires étrangères. Je ne sais pas, moi j'ai vu les ministres marocains, ils ont le langage diplomatique, à mon avis. De ce que j'ai vu, je les ai vus, y compris défendre leur cas aux Nations Unies et dans tout ce qui est institutions internationales. Il y a quand même un certain langage à avoir. Notre ministre n'a pas eu un langage respectable, il faut le dire. Ouais. Mais en fait, je pense que moi, je reviendrai, en fait, j'ai une autre vision, en fait, sur le sujet, parce que du côté algérien au côté marocain, on a toujours utilisé ce sujet pour rassembler de l'intérieur, parce qu'ils ont besoin de ça, parce que le fait de désigner un ennemi, en fait... l'ennemi extérieur, l'ennemi intérieur. Donc on va rassembler de l'intérieur. Ouais. Deuxièmement, en fait, c'est que le pouvoir algérien a besoin de rassurer, en fait, les gens qui sont derrière lui. Parce que aujourd'hui, les gens commencent, en fait, à se poser des questions sur les compétences des gens qui sont au sommet de l'État, parce qu'ils ont échoué. Ils ont échoué, ils n'arrivent plus, en fait, à avancer le pays. Donc, eux, ils veulent dire comme quoi, voilà, les voisins, ils n'y arrivent pas, nous, on y arrive. Sachant qu'eux, ils ont utilisé 800 milliards pour acheter la paix sociale et se pérenniser, en fait, un régime qui ne réussit pas. Donc, je pense que l'objectif de ce qu'il disait, c'est de rassurer, en fait, ses troupes, c'est de dire que voilà, nous on a réussi où les autres n'ont pas pu. Mais est-ce qu'il peut faire la même comparaison, par exemple, avec l'Espagne? L'Espagne était derrière nous il y a quelques années, il y a 60 ans. Au lendemain de l'indépendance, étaient en difficulté. Donc ça montre que en fait, c'est la politique qui pourra changer en fait les choses en Algérie ou ailleurs. Donc c'est eux qui ont échoué, ils n'ont pas les compétences, c'est des gens qui sont incompétents et c'est des gens qui n'y arriveront jamais. Donc la seule solution pour changer les choses, c'est le départ en fait de régime et un changement radical. Je dis bien un changement radical. Comment faire pour empêcher les uns et les autres, tous ceux qui attisent la haine, où qu'ils soient, côté marocain, côté algérien, comment faire pour les empêcher de nuire, de nous diviser encore plus que nous sommes, parce que nous sommes des... moi, je vais vous dire mon sentiment. J'ai vu, par exemple, les Européens qui ont réussi à créer cet ensemble européen. Les Européens, tous les divisent. Les langues, le physique, les religions, il y en a qui sont catholiques, protestants. Alors que nous, a priori, très compliqué. Il n'est même pas possible de distinguer un Marocain d'un Tunisien d'un Algérien, ni par la langue, ni par le faciès, ni par la religion. Et ils ont quand même réussi à nous diviser. Moi, quand je vais dans certains réseaux sociaux, je suis vraiment c'est surfait ahuri par la haine.
Non, à mon avis, il faut faire très attention à ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, notamment tout ce qui buzz en grosse quantité. Oui. Souvent, il y a une machine derrière. Souvent. Exact. Ça ne reflète pas la réalité. Nous, ici à Paris, je pense qu'on est très bien placés pour savoir ça, en fait, parce qu'en France, on est une communauté de Maghrébins et on se rencontre entre Marocains, Tunisiens et tout. Mais je ne sais pas si vous avez déjà vu, Yanni, une bagarre entre Marocains et Algériens et tout. Il y a plus de bagarres entre jeunes Algériens pour des raisons X et Y que de bagarres entre Algériens et Marocains et tout. Donc non, à mon avis, le peuple, c'est exactement le même. On s'aime, on se marie entre des deux côtés de la frontière ou des trois côtés de la frontière, etc. Du coup, non, le peuple, c'est le même. Il l'avait dit tout à l'heure, Tahar, je pense que c'est ce qu'il faut rappeler absolument. Il faut un Maghreb des peuples. Oulenta, déjà, tu le disais tout à l'heure, un Maghreb des peuples. Je pense qu'à chaque occasion que, d'un côté ou de l'autre, on essaye d'utiliser un peu ce genre de choses pour créer la division, l'ennemi extérieur, etc. Je pense que c'est l'occasion de rappeler que nous avons tous les intérêts du monde, comme tu le disais tout à l'heure, à propos de l'intégration maghrébine, etc. Nous avons tous les intérêts du monde à nous unir, à travailler ensemble. Mais il faut faire un appel de façon concrète. Comment stimuler des actions collectives pour essayer de nous rapprocher les uns des autres. Et ça existe un petit peu, mais c'est difficile parce que le contexte est difficile. Mais il faut faire des choses qui traversent comme ça les deux frontières. Il faut créer des mouvements de jeunes, il faut faire des revendications politiques. Nous en tant que militants algériens, on ne doit pas oublier les militants marocains qui sont dans les prisons, etc. C'est comme ça qu'on doit s'unir entre nous, entre personnes qui avons un problème avec la dictature, avec Taassouf, l'oppression. Donc on peut créer ce Maghreb des peuples. On peut le créer. Dans le cadre de l'ONG que nous avons créée. Donc, moi, Tahar, un bon exemple. Il y a des Marocains, la FIJDH. Comment elle s'appelle? FIJDH, Forum international pour la justice et les droits de l'homme. Il y a des Marocains. Nous avons été dans plusieurs rassemblements dénonçant l'injustice. Il y a des Tunisiens, il y a des Libyens, il y a des Syriens, il y a plus de 18 nationalités à l'intérieur. Maintenant, il y a effectivement un autre volet que nous sommes en train d'étudier. C'est celui des synergies solidaires, des synergies solidaires citoyennes. Ça, nous allons parce que, par exemple, il y a au Maroc un certain nombre d'exemples de réussite locale en termes d'artisanat. Et chez nous aussi, on doit faire les échanges nécessaires. Mais ça, effectivement, à un certain moment, il n'y avait pas la lumière dessus, et puis le personnel politique qui était là ne s'intéressait qu'au pouvoir, et puis le monde associatif était là, il était étouffé par les deux systèmes. Maintenant, on commence à sortir la tête de l'eau et à lancer un certain nombre d'initiatives de synergie régionale, de synergie citoyenne régionale. Et nous allons finir ce rétro-info de l'information, il nous reste 3 minutes seulement. Par un événement particulièrement douloureux, le 17 octobre 1961, dont on vient de fêter le 57e anniversaire, je crois. Ça s'est passé ici à Paris, des Algériens qui sont sortis manifester, 56 ans, qui sont sortis manifester pacifiquement, se sont fait donc assassiner. Ils étaient jetés vivants dans la Seine. Il y a eu des centaines de morts, des milliers de blessés et des dizaines de milliers de bannis, de refouler vers l'Algérie. Alors, si vous avez quelque chose à dire. Moi, je dirais en fait que cet événement, c'est un événement douloureux, c'est vrai, parce que quand on arrive à jeter une fille de 15 ans, en fait... Oui, il y a eu une victime, une jeune fille de 15 ans. Tout simplement parce qu'il adhérait à ce mouvement, parce que même ses parents lui interdisaient en fait de Elle est sortie manifester contre l'avis de ses parents. Effectivement. Par contre... Cette fille, Fatima Biddar. En fait, Fatima Biddar accompagnait son père parce que son père voulait se protéger de l'armée française et de la police. Donc, pour éviter en fait de se faire repérer, donc il ramenait la petite avec lui aux réunions du FLN. Voilà. C'est ça ce qui a réveillé en fait en elle ce sentiment en fait, et elle a compris qu'il y avait de l'injustice. Donc voilà pourquoi elle adhérait à la démarche. Donc ça montre qu'il y avait une violence en fait. Et ce qui est grave encore, c'est que jusqu'au jour d'aujourd'hui,
ils ne veulent pas ouvrir les archives. Voilà le point central. Alors, 30 secondes chacun pour montrer une image très intéressante. Saïd, je rebondis sur ce qui vient d'être dit vite fait. Effectivement, ça pose un sérieux problème parce que vu du côté algérien, nous on est des Algériens, même si on vit en France, voilà, c'est notre histoire de la guerre de libération, le long cheminement que les Algériens ont fait pour la libération du pays. Du côté français, en fait, depuis les années 60 à nos jours, il y a des jeunes qui sont nés ici, qui se sentent à moitié entre la France et l'Algérie, etc. Ils ont un sérieux problème par rapport à cette histoire qui n'est toujours pas reconnue, où on ne donne pas encore le droit aux gens de défendre cette mémoire parce que leurs parents, assez jeunes, qui sont nés ici, ils se sentent français d'une certaine manière. Eh bien, on ne leur reconnaît pas ce droit et ça, c'est inadmissible. Et Hollande a reconnu en fait, la répression, mais il ne veut pas reconnaître les violences on retrouve dans le langage des policiers avec les jeunes des banlieues le même langage qu'il y avait en 1961 face aux événements justement, jusqu'à maintenant, ils ne veulent pas reconnaître. Dernier mot. L'Algérie est un idéal qu'il faut mériter. Je lis une phrase d'un livre pour comprendre la noblesse de cet idéal. C'est lettre de Hamou Bousta que j'ai pris d'une façon aléatoire pour sa femme. Je serai mort sous peu, car l'indépendance n'est pas gratuite. Le général de Gaulle m'exécute comme un criminel, alors que je meurs shahid. Tu peux être fier de moi et dis autour de toi que la lutte doit continuer jusqu'à l'indépendance totale. Vive la Yalène, vive l'Algérie. Merci, très beau mot de la fin. Bien. Mais avant de vous quitter, je vais vous faire voir et écouter surtout la déclaration de Maurice Papon, le préfet de police qui a dirigé la répression. Écoutez bien ce qu'il dit. On n'est jamais content de soi parce qu'on n'a jamais fini de faire son devoir sur cette terre telle qu'elle est et avec les hommes tels qu'ils sont. Mais si j'avais à refaire ce que j'ai fait, je le referais. Mais si j'avais à refaire ce que j'ai fait, je le referais. Merci à mes amis de m'avoir accompagné dans ce rétro info. Saïd Knin, Tahar Sisrir, Samir Bellatesh. Merci à vous, chers amis, d'avoir suivi cette émission. Khair, Slama.